Elle s'impatientait certainement qu'elle a beaucoup à nous dire. Elle s'impatientait certainement qu'elle a beaucoup à nous dire sur le sujet. Heureuse, on parle avec vous du cancer de la prostate. Ah ouais, enfin. On parle du cancer. On parle du cancer de la prostate avec Oscar Beké, médecin généraliste. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Il est initiateur de la marche en bleu. Oui, non, la marche bleue. La marche bleue. Oui. D'accord, la marche bleue. Pourquoi il n'est pas habillé en bleu? Il se réserve pour le grand jour. N'est-ce pas? En tout cas, nous aurons le temps de revenir sur l'initiative. Ce dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est cet aspect-là, le dépistage. Quand les hommes n'osent pas se faire dépister, qu'est-ce qui pourrait expliquer la chose? Mais déjà, il faut quand même apporter quelques précisions aux téléspectateurs sur la prostate, son rôle, également sa structure et surtout les principales pathologies qui minent à son bien-être. Et pour démarrer, il faut dire que la prostate est un organe quand même clé de l'appareil génital masculin qui est situé sous la vessie et qui produit un liquide entraînant dans la composition des spermatozoïdes. Donc, c'est du sperme, pardon, pour donner des spermatozoïdes. Et alors, son rôle principalement, en dehors de la production du liquide prostatique, qui est un liquide qui permet aux spermatozoïdes de survivre et de se déplacer, c'est également l'éjaculation. Elle joue un rôle dans l'éjaculation en poussant le liquide séminal dans l'urètre. Le médecin acquiesce, donc la leçon est bien sûre. Et la dernière fonction qui est attribuée à la prostate, c'est une fonction urinaire. C'est-à-dire que la prostate entoure l'urètre, qui est un canal qui évacue l'urine de la vessie. Et une obstruction peut survenir si son volume augmente. Et là, on peut dire que son volume peut augmenter en fonction de l'âge, sinon ça augmente en fonction de l'âge. Entre autres problèmes liés à la prostate, et là, il faut préciser, la prostate, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une maladie, c'est un organe. Parce qu'on a tôt fait de le dire, il souffre de prostate, oui. Il a chopé la prostate, alors c'était une erreur. Pas du tout, c'est une erreur. La prostate, c'est un organe de l'appareil génital masculin. Alors, les problèmes dont la prostate peut souffrir, des problèmes fréquents, c'est l'adénome de la prostate, qui est une augmentation du volume de la prostate avec l'âge, comme je le disais. Et ça, c'est fréquent chez les hommes après la cinquantaine. Encore qu'avec le style de vie aujourd'hui, peut-être le médecin va dire que ça peut survenir encore beaucoup plus tôt. On ne sait pas. Mais l'adénome de la prostate peut entraîner des mictions fréquentes. On va revenir sur ça. En tout cas, vous êtes bien substitué au médecin. Avant de parler du dépistage, il faudrait qu'on ait... C'est vrai qu'on en parle assez, mais des précisions sur ce que c'est que cet organe et de faire la différence entre le mâle et l'organe. Alors, nous avons l'adénome de la prostate qui peut se manifester par une difficulté à uriner. Si certains hommes nous suivent et on fait ces genres de constats, qu'ils commencent par peut-être se précipiter pour consulter. Voilà, une difficulté à uriner, des fuites urinaires, ce n'est pas que chez la femme, et des mictions fréquentes et nocturnes de l'urine. Donc, il faut également consulter quand on a ces genres de situations. Le cancer de la prostate, ça également, c'est un mal. Et ça, c'est ce dont on parle le plus. Oui, le cancer de la prostate qui est fréquent chez l'homme, surtout après 50 ans. Il peut être découvert lors d'un dépistage ou suite à un adénome. Et parlant du dépistage, franchement, les hommes, ils fuient. Ils fuient. C'est la partie sensible. Est-ce qu'ils fuient? Oui. Parce que moi, je défends les hommes sur ce plateau. Patrick nous a dit tout à l'heure qu'il faut le faire. Est-ce que les hommes fuient? Oui. N'est-ce pas? Oui. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Et c'est un homme qui Les répond, donc ce n'est pas un fuient. procès contre les hommes. C'est un constat. Pourquoi ils fuient? Déjà, quand tu parles de dépistage tout de suite, ce qu'on voit, premièrement, c'est le toucher rectal. Et la plupart des hommes, quand ils s'entendent qu'il faut envoyer un doigt, c'est tout comme si, bon, vous étiez en train de violer leur intimité et tout. Donc,
la plupart ne sont pas vraiment tac-tac dans le choix de cet examen. C'est principalement la raison, franchement. Ce côté, comment je vais appeler ça, cet ego qui est en quelque sorte brisé quand on se retrouve dans cette position. Bon. Je vais nous demander de suivre rapidement ces 30 secondes de cette démo pour montrer un peu comment le toucher rectal se fait. Voilà, voilà, comme il le disait, ça c'est le cancer. D'accord, donc le médecin nous expliquait un peu sur le plateau. Oui, voilà un peu, vous voyez, on en voit... Non, mais on fait un toucher. C'est violent. On fait un toucher. On fait un toucher. C'est comme quand la femme va chez le gynécologue. Exactement. Oui, mais les hommes, la femme, bon, tout le temps, si vous voyez des femmes qui ont fait au moins 12 enfants, il faut voir 12 monter sur la table d'accouchement. Certains hommes n'aiment pas. C'est au quotidien le toucher, quoi. Mais chez les hommes, franchement, c'est compliqué. Ils sont plus sensibles. Alors, c'est leur ego. C'est leur ego, en fait. N'est-ce pas, docteur? Mais il faut être sérieux. Oui, tout à fait. Il faut que nous soyons sérieux parce que plus on en rigole, plus les hommes peut-être ont du mal à y aller. Quels sont les risques de ne pas le faire déjà? Les risques sont plutôt à long terme. C'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est-à-dire qui n'a pas tout de suite de signes, qui ne vous dérange pas dans la vie de tous les jours. Déjà, comme on le dit, c'est une maladie qui se développe avec l'âge. Et la prostate ne grossit pas simultanément comme ça et du jour au lendemain. Ça survient avec l'âge. Et l'âge carrefour, comme on l'estime, est de 50 ans. Ça, c'est l'âge moyen avec un risque moyen. Sinon, il y a des risques très élevés, des risques élevés et le risque moyen. Le risque très élevé, ce sont des personnes à partir de 45 ans qui ont des mutations de gènes. Il y a un gène dont la mutation entraîne très tôt un cancer de la prostate. Maintenant, plutôt 40 ans, à partir de 45 ans, ce sont des personnes qui ont des antécédents de cancer de prostate dans leur famille. Ok, le côté héréditaire. Voilà, donc ils sont prédisposés à faire le cancer. Donc c'est un peu comme le cancer du sein en fait. Oui. D'accord. Si nous parlons beaucoup plus du cancer du sein, c'est parce que, bon, en griffe, les seins sont devant, on le voit, les testicules sont bien bas, la prostate est bien bas là-bas, donc on s'y intéresse très peu. Très peu. Voilà. Donc le risque moyen maintenant est situé autour de 50 ans pour vous et moi, par exemple, qui n'avions pas de problème de santé, pas d'antécédents médicaux et tout. Donc à cet âge-là, on estime que la prostate s'est suffisamment soumise à l'effet de la testostérone qui est l'hormone mâle, mais qui n'est pas tout de suite l'hormone directement impliquée dans le grossissement de la prostate. Donc on estime qu'à 50 ans, la prostate est soumise largement à ces effets-là. Et c'est à cet âge-là qu'on ressent vraiment le grossissement et les signes commencent par se présenter. C'est comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un organe de la forme d'une châtaigne qui englobe l'urètre, qui est juste sous la vessie et devant le rectum. Donc c'est comme ça. Et l'urètre passe au milieu. Devant le rectum. Donc raison pour laquelle ce n'est pas le rectum qu'on fait le toucher rectal. D'accord, qu'on fait le toucher. Voilà, exactement, vous avez compris. Donc vu qu'il est comme ça et que l'urètre passe par le milieu, le grossissement fait qu'il y ait un rétrécissement du canal, ce qui fait que l'urine, quand ça quitte la vessie, ça a du mal à descendre. Donc, vu que c'est à partir de cet âge-là, on ressent le grossissement, c'est à partir de cet âge-là que les signes commencent par se manifester. C'est-à-dire, la personne aura plus envie d'aller uriner, une urgence urinaire. Mais peu de miction. Peu de miction. Ça, c'est ce qu'on peut dire à partir du blocage. Mais après ça, il y a d'autres signes qu'on appelle signes irritatifs, les signes obstructifs. Les signes obstructifs, c'est que c'est fermé. C'est déjà la personne, l'envie est là, mais ça ne sort pas. Après, c'est parfois,
Parfois, la personne peut sentir, il arrive des cas où il faut pousser beaucoup avant que ça ne sorte. Et même quand on pousse, il y a la force du jet qui n'est pas... Parce que quand vous regardez un enfant qui urine, souvent quand on regarde, et il a la force de pousser. Voilà, on a toujours voulu faire la courbe et tout. Donc voilà. Donc à partir de cette situation, le jet il est très faible. Donc l'urine sort déjà par à coup. Donc et quand ça sort comme ça, c'est qu'il est en train de pousser. Le jet n'est pas continu. Et même après avoir uriné, quand il a rangé son appareil et tout, on se retrouve après avec des gouttes retardataires, le caleçon qui est mouillé et tout. Donc ça fait partie des signes qui doivent quand même... Un peu comme une incontinence. Une incontinence. D'accord. L'incontinence, déjà dans l'incontinence, c'est que il n'arrive pas à garder. Ok. L'incontinence, c'est que c'est tout comme si on a un sphincter comme ça. Il sent le besoin dès que en même temps, là, ça sort en même temps. D'accord. Voilà. Alors, au Bénin... Oui, si vous permettez rapidement, heureuse, moi je suis quand même curieuse de savoir à quel âge est-ce qu'il faut faire justement ce dépistage-là. Est-ce que les tout petits sont concernés parce qu'on a peut-être des neveux, des enfants à la maison, et comment leur expliquer de façon quand même un peu plus les rassurer. Le docteur va te mettre le doigt, pardonnez-moi beaucoup, dans l'anus. Comment procéder? Non. Déjà, il faut faire la part des choses. D'accord. La prostate, et comme vous l'avez dit, c'est sous... comment je vais dire, c'est sous l'effet d'une hormone, la testostérone, qui est produite à partir de la puberté. D'accord. Donc les tout petits enfants ne sont pas concernés. Maintenant, comme vous l'avez dit, et on a l'adénome de la prostate, anciennement appelé comme ça, sinon hypertrophie bénigne de la prostate. C'est un grossissement de la prostate qui ne débouche pas sur un cancer. Donc, il faut distinguer les deux. C'est un mal carrément à part. Carrément à part, genre, ça concerne la prostate, mais ça ne se transforme pas en cancer. Donc, ça, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Maintenant, à partir de la puberté, vu que c'est une maladie qui grandit, qui évolue avec l'âge, jusqu'à 50 ans, la plupart des hommes n'ont rien à craindre. Parce qu'il faut que l'organe soit longuement soumis à l'effet de la testostérone pour se manifester. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une maladie de longévité. Ça veut dire que plus vous vivez, plus vous avez la faculté ou la facilité de présenter un cancer ou bien une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc le mode de vie et tout ça, aucun problème avec tout ça. Oui, le mode de vie, oui, on parlera forcément d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, comme on le dit toujours à chaque consultation, 5 fruits et légumes, diminuer la viande rouge et tout. Boire suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau, histoire de libérer... Les pratiques sexuelles ne sont pas impliquées? Non, les pratiques... On en parle souvent. Oui. Les pratiques sexuelles, à part entre griffes, c'est pas trop la sodomie chez certaines personnes qui passent forcément par l'anus, le rectum et tout. Bon. Mais pas si trop. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que l'homme qui ne fait pas, qui n'est pas actif en matière de sexualité peut avoir. Pour d'autres, c'est celui qui en fait trop. Ça, aujourd'hui, je veux quand même lever le voile sur ce truc-là. C'est comme je le disais la dernière fois, il faut arrêter de sexualiser la chose. Parce que c'est en sexualisant qu'on ne voit pas, on ne touche pas vraiment le problème du doigt. C'est comme le cancer du sein, quand on me dit, par exemple, genre, il faut donner le sein à sucer, alors ça n'a aucun sens. Aucun rapport. Ça n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, quand vous le présentez comme ça, on va banaliser le sujet, ça va passer rapidement. Le mois va passer sans qu'on n'aurait rien retenu. Il est recommandé ou bien il a été fait des recherches qui ont dit que genre, il faut pouvoir éjaculer. Un homme doit pouvoir éjaculer 21 fois dans un mois. Mais entre vous et moi, qui pourrait éjaculer 21 fois par mois, tous les mois de sa vie? Pas évident. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Si je suppose que je fais une estimation, je dis peut-être une bêtise, monsieur, il a, je ne sais pas, 45, 50 ans. Imaginez combien de mois dans 45 ans fois 21. À 17 ans peut-être, je ne sais même pas, je dis une bêtise, à 25 ans, on va présenter le faciès de quelqu'un qui a 80 ans. N'est-ce pas? Parce que quand même aller au sexe, c'est de l'énergie quand même. Oui. Mais ça n'a... C'est important de le dire. Bien sûr, il faut lever l'équivoque parce que
Il n'y a pas de... En matière de sexualité, oui, parce que l'éjaculation permet de balayer tout ce qui est après... tout ce qui est liquide, séminal, qui pourrait rester dans le canal et tout, prostatique et tout, ça permet de l'évacuer, mais ça ne permet pas de prévenir contre le cancer ou l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'équivoque est levé. Il ne s'agit pas de beaucoup faire ou de ne moins non, faire. je l'ai dit la dernière fois sur un de mes canaux. La maladie de la prostate est une maladie de la vieillesse, c'est une maladie de la longévité qui ne dépend ni de la richesse de votre intimité, ni de son déficit. Tout à fait. Merci. Voilà qui est clair. Oui, voilà qui est clair. Mais est-ce que les Béninois sont un exemple en matière de dépistage ou ils sont vraiment réticents aussi? Non, non. Nous recevons la plupart des patients, nous les recevons à un stade tardif. Et c'est certainement quelque chose qui les conduit, qui ne les amène pas à un dépistage systématique. C'est peut-être des levées nocturnes répétées. C'est surtout quand ça ne commence pas à bloquer totalement, qu'ils ne viennent plus. Et nous subissons aussi les problèmes du marché noir concernant les médicaments et tout. Donc, nous avons l'automédication qui est vraiment... Les tradithérapeutes. Les tradithérapeutes aussi. Il y en a de bons, mais... Je ne juge pas, je ne dis que ce que j'ai appris et ce que je connais. Il y a aussi ce côté de tradithérapeute qui vraiment ne facilite pas la chose. Oui. Parce mais que vous êtes amené, on ne va pas le faire le procès ici, vous êtes amené à travailler avec eux. Oui, bon, vous savez, chacun son domaine. Tout à fait. Je ne peux que dire ce que j'ai appris. Mais à ceux-là qui se disent, bon, je me sens bien, je n'ai pas à craindre. Que répondriez-vous? Nous sommes tous des malades ambulants. Oui. Nous sommes tous des malades ambulants. Il n'y a pas ça, de... c'est un choc. Je me sens bien. Qui est pourtant la réalité. Si vous quittez ici aujourd'hui et que vous soumettez, excusez-moi, si vous soumettez à un bilan général, bilan de santé de manière générale, il y aura forcément. C'est comme quand vous amenez votre véhicule chez le mécanicien, juste pour faire la vidange. Bon, il va vous dire quelque chose à dire. Exactement, c'est le même processus. Il y a toujours quelque chose quelque part qui a dépassé de, je ne sais pas, 1 nano, 1 milligramme, des trucs comme ça. Alors, qu'en est-il? Non, juste une seconde. Je sais que je... Mais elle est tellement très inspirée sur la thématique. Justement parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet, je suis sûre que les 15 minutes ne suffiraient même pas. C'est clair. À quel moment ça devient une maladie chronique? Vu que c'est une maladie de... Moi, je vais proposer qu'on mette cette question à la fin. Qu'on finisse avec le dépistage, pour qu'il y ait une chronologie. D'accord. Ça peut aller. N'oubliez pas que le temps file. Alors, bien sûr. Alors, pour ceux-là qui viennent de façon tardive faire, je ne vais plus appeler ça le dépistage, mais faire un constat d'un cancer de la prostate, quels sont les risques liés à cela? Un dépistage tardif. Un dépistage tardif, il n'y a pas le risque tout de suite, c'est l'évolution de la maladie. Parce que quand c'est tardif, vu tout, le traitement est mieux, bien conduit, et on peut aboutir à une guérison dans un délai raisonnable. Ah, parce que quand on fait un dépistage précoce, en quelque sorte, on a la solution, on peut être guéri. On peut être guéri. D'accord. Ah, ça, c'est l'info qu'il faut donner. On peut être guéri. Le dépistage précoce peut aboutir à une guérison. D'accord. Maintenant, quelle est la fréquence de faire ce dépistage? Annuel. Normalement, chez un homme, chaque année, si vous vous perdez, vous ne faites rien, je ne sais pas, vous avez un congé, vous êtes à la maison, passez voir votre urologue ou bien votre médecin généraliste. Voilà, je suis là. Je veux voir l'état de ma prostate. Ce n'est que le dépistage, pas le toucher rectal? Il y a le dosage. On a une hormone qu'on appelle le PSA, qui est une hormone propre à la prostate, dont le dosage aussi permet de faire le dépistage de cette maladie-là. Quand le taux est voilà, donc ceux-là qui avaient des hésitations, qui hésitent à cause du toucher, oui. on peut leur faire, ou ça dépend des cas pour passer au PSA. Souvent, les deux examens sont concomitants. C'est quand jusque l'autre, il permet de savoir, de voir, parce que lequel? Le PSA. D'accord. Le PSA, c'est une forme de, je dirais, disons ça dans une vue générale. Mais le toucher rectal nous permet d'apprécier la prostate en elle-même. C'est-à-dire sa constitution, sa consistance, la surface et tout. Ça nous donne plus de précision sur la forme et tout.
Aujourd'hui, il y a d'autres examens comme l'IRM aussi qui permettent, oui, l'IRM qui permet de voir exactement la prostate dans toute sa globalité, qui permet de cibler déjà les zones, parce que quand on dit cancer de la prostate, c'est pas que c'est toute la prostate qui est cancéreuse de genre d'un coup, c'est un cancer qui évolue, qui prend de l'espace. Donc l'IRM permet de voir la prostate dans sa globalité, de voir la partie qui est déjà concernée et atteinte. Ce qui fait que même quand on veut faire un prélèvement biopsique pour aller examiner, regarder, on sait où prélever au lieu de prélever dans le vide et tout. Donc il y a le dosage du PSA, l'IRM aujourd'hui. Il y a d'autres bien avancés. Hein. Il y a un score qu'on appelle le 4S score qui permet aussi de faire le truc. Donc, voilà et par rapport à d'autres tests de dépistage bien avancés, est-ce que le Bénin est au pas en matière d'avancée lorsqu'on parle de dépistage de oui, en matière d'avancée de dépistage, oui, nous sommes aux normes. On a quand même ce qu'il faut pour dépister tôt et commencer le traitement tôt. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'ils viennent tôt pour qu'on puisse... D'accord. Venons à sa question. Mais, oui, est-ce que le cancer de la prostate peut être... À quel moment ça devient chronique? Enfin, si ça devient. Est-ce que ça devient chronique? On parle de chronicité à partir... c'est selon la durée, à partir de 6 mois. Donc, vu que c'est une maladie de la vieillesse, de la longévité. C'est une maladie chronique... devant là-bas. Ça veut dire que ça se déclare, ça évolue jusqu'à la fin. Oui, ça évolue. À moins qu'on le stoppe. On l'ait vite dépisté. Oui. On le dépiste tôt, on arrête tôt. Dépistage tard, traitement compliqué, avec tout ce qu'il peut avoir comme autre complication. Donc, franchement, on a tout à gagner en faisant un dépistage précoce. Oui. Et à marcher, hein. On marche, non? On marche avec le docteur Béquet. J'imagine... November. Enfin, novembre bleu. Oui. L'octobre rose, j'ai imaginé toujours les femmes marchant. Donc, oh non, il fallait qu'il message rapidement sur la marche bleue. À l'occasion du mois de novembre bleu, concernant le cancer de la prostate, nous organisons une marche, vu que c'est un mal dont on ne parle pas souvent, mais qui existe. Le mouvement existait aussi, le Movember, le mot pour moustache pour dire, bon voilà, c'est pour les hommes, et bleu pour dire que, bon voilà, c'est comme la couleur dédiée au cancer de la prostate et tout. Donc nous organisons une marche le 30 novembre qui va se faire à Fidrosset. D'accord. On va y revenir, c'est déjà un invité pour événement à la une. On va y revenir à l'approche peut-être de cette date-là, du 30 novembre. Quelque part dans notre coin, 30 novembre, Fidrosset, marche novembre bleu. Merci beaucoup, heureuse, on a eu le temps de farfouiller, d'aller dans les coins-recoins. Quand tu parles de farfouiller, de coins-recoins, mais non, alors on parle de rectal. Mais non.